comme L'eau est devenue ces dernières années un enjeu crucial, même dans les climats tempérés où elle était historiquement abondante. Alors à Wukong, on a eu envie d'en savoir un peu plus sur cette ressource indispensable à la vie et sur sa gestion chez nous, sur notre territoire. Au pays d'Avignon, nous sommes au lieu de rencontre entre un fleuve, le Rhône, et une rivière, la Durance. C'est aussi la jonction de plusieurs bassins versants, notamment celui de l'Ouvèze, en vert, et celui de la Durance, justement en jaune. Avec toutes ces rivières, ce que les habitants du Vaucluse ont longtemps redouté, ce sont les crues dévastatrices et les inondations, comme celle-ci en 1951. D'ailleurs, ce sont bien les crues du Rhône qui ont raison de notre pont Saint-Bénezet en 1680. Après 5 siècles de reconstruction successives, on se résout à laisser l'ouvrage dans l'état qu'on lui connaît, pour le plaisir des touristes. Plus à l'est, on raconte que les 3 fléaux de Provence étaient l'Oux Parlamen, l'Oux Mistral et la Durance. Le Mistral, le Parlement d'Aix, on vous laisse chercher pourquoi, et les crues de la Durance. Mais si on se souvient des inondations en 2003, les catastrophes de ce genre se font bien plus rares, hormis sur la Barthelasse qui, rappelons-le, a toujours été une zone d'expansion du Rhône. La débrouille, l'habitude aussi, parce que les crues du Rhône ne surprennent plus les 800 habitants de l'île, elles ne les effraient pas non plus. Il n'y a que si vraiment ça, là, comme j'ai ma mère un peu âgée, là, j'appellerai le pompier si vraiment ça rentre dedans, que je resterai moi tout seul, avec les chiens et tout ça. Si le ciel est de la partie, ceux de la Barthelasse pourront sortir de chez eux dans quelques jours, le temps de la décrue, celle qui leur rendra leur île. Les fleuves incontrôlables d'hier ont été sagement domestiqués à coups de digues et de barrages. Regardons la différence. À gauche, le débit naturel de la Durance, et à droite, le débit actuel. Tout ça grâce aux barrages et aux dérivations de l'eau. Parmi ces ouvrages, on peut citer le tentaculaire réseau du canal de Provence, mais aussi le réseau des Sorgues, dont les aménagements permettent encore aujourd'hui l'irrigation des champs autour d'Avignon. Car, on peut le dire, ces retenues et canaux ont été une aubaine pour des régions qui souffraient du manque d'eau. En premier lieu, Aix et Marseille. Aujourd'hui, la Société du Canal de Provence fournit de l'eau à environ 3 millions de personnes, de Toulon jusqu'au Luberon. Et pourtant, depuis quelques années, une petite musique se répète au sujet de cette ressource qu'on croyait inépuisable. Chaque été, des arrêtés préfectoraux restreignent l'usage de l'eau, décalent les heures d'arrosage des cultures. L'été 2022 en particulier a marqué les mémoires. À Sceaux, un village de Vaucluse entouré de sources, un ravitaillement s'organise avec des bouteilles d'eau pour faire face à une pénurie inédite. À Fontaine-de-Vaucluse, la résurgence n'alimente plus la Sorgue, dont le débit se réduit dangereusement, entraînant un réchauffement de l'eau. Manque de chance, cette enclave froide abrite une riche biodiversité aquatique qui souffre de cette brusque variation de température. À quelques kilomètres de là, les 41 fontaines de Pernes-les-Fontaines restent silencieuses. Que se passe-t-il ? Eh bien, notre région n'est pas épargnée par le dérèglement climatique et on peut s'attendre à ce que ces phénomènes de sécheresse en été se généralisent. Avignon aura le climat de Naples en 2050 et du nord de la Tunisie en 2100. C'est pas nous qui le disons, mais Violaine Desmarais, l'éphémère préfète du Vaucluse. Déjà, le Rhône et la Durance ont perdu 15% de leur débit par rapport à 1960 et on peut s'attendre à une diminution d'encore 20% d'ici à 2050. Les précipitations ont tendance à être plus brutales et plus saisonnières et l'évaporation augmente avec la température. À cela s'ajoute une accélération du cycle de l'eau. Normalement, l'eau qui s'évapore forme des nuages qui retombent sous forme de pluie ou de neige. Cette eau ruisselle, mais une partie est captée par la végétation et une autre s'infiltre dans le sol pour remplir des nappes souterraines. Pour nos usages humains, nous captons dans ces nappes et, comme on l'a vu, dans les rivières. Mais les sols captent de moins en moins d'eau sous l'effet de la bétonisation, du labour des terres, de l'arrachage des haies dans l'agriculture. Alors, le milieu ne joue plus son rôle d'éponge et absorbe moins d'eau lors des fortes pluies. Et quand en plus, l'eau qui est captée est perdue dans un réseau d'eau potable défaillant, c'est le pompon.
C'est ce que nous avons appris en discutant avec le collectif de l'eau d'Avignon. Ce groupement de citoyens, engagés depuis des années pour la défense des usagers, se bat pour que Suez respecte le contrat qui a été signé avec la collectivité. Un comble. Suez, c'est l'entreprise qui gère le réseau d'eau potable et facture les riverains. Vous n'en aviez pas entendu parler ? Normal, ils ont choisi comme nom commercial Eau Grand Avignon. C'est plus chic, ça sonne comme un service public. Écoutons-les. Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts pour notre quiz du jour ? Attention, des kilomètres et des kilomètres de canalisation d'eau courent sous nos pieds. Alors à votre avis, comment on sait qu'il y a une fuite ? Ah, pas facile, hein ? Eh bien pour ça, Suez surveille le rendement du réseau. Vous vous demandez ce que c'est ? On vous dit tout, c'est notre mot du jour. Le rendement, c'est la part d'eau qui ne disparaît pas en fuite dans le réseau. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas très bons, ni très forts, en rendement chez Suez. Ils plafonnent à 75%, soit 1 litre sur 4 perdu dans le sous-sol et échouent à remplir année après année les objectifs du contrat passé avec la collectivité. En 2016 déjà, Cash Investigation classait les villes de Nîmes et Avignon sur le podium des pires réseaux d'eau potable. Mais attention, le contrat impose de réparer toute fuite signalée en moins de 4 jours, sous peine de 200 € par jour de retard. Aucun problème puisque les collectivités ne se donnent pas la peine de réclamer les amendes. Pourtant, le collectif de l'eau leur mâche le travail en listant les manquements. Octobre 2022, une fuite avenue Monclar, réparée 2 ans après son signalement. En avril 2023, une fuite signalée à Pugeot, réparée 38 jours plus tard. Mai 2023, une fuite à Avignon, réparée 30 jours plus tard. Toujours en mai, une autre fuite, rue Jean Jaurès à Avignon, réparée 31 jours plus tard. Il y a encore le Grand Avignon, à qui je dois toujours du pognon. Mais livrer l'eau à la ville, sérieux, c'est super difficile. Je sais, mes tuyaux ont des trous, la flotte s'échappe de partout. Mais bon, je sais pas bien c'est où, ça se voit pas trop, c'est de la flotte, on s'en fout. Le pire, c'est le collectif de l'eau. Ils se prennent vraiment pour Zorro. Tu sais quoi ? C'est des gros fadas. Ils veulent que je respecte le contrat. Alors, dis rien à mon daron. Et surtout rien au Grand Avignon. Mais faisons un petit bond dans le temps. Ce fiasco, le collectif de l'eau l'avait anticipé. Jusqu'en 2018, il se battait contre la privatisation de la gestion de l'eau. Et voici ce que disait sa présidente, Marcelle Landau. Le 17 juillet, il y avait quand même du monde. Le public est venu. Alors ils ont l'habitude, les élus, de faire leurs décisions sans que le citoyen le voie. Se régler des problèmes entre élus qui n'avaient rien à voir avec l'eau. Alors ce que nous on dit aux élus, c'est qu'il n'y a aucune des 3 sociétés dont sans doute ils ont déjà choisi, le président a déjà choisi la sienne, mais il n'y a aucune de ces 3 sociétés, que ce soit Suez, Lassor ou Veolia, qui est qualifiée. Ils sont peut-être qualifiés professionnellement, mais ils sont disqualifiés pour gérer l'eau à cause de tout ce qui s'est passé, leur comportement, et le fait qu'ils ont été condamnés par les tribunaux dans cette gestion. Donc on va dire aux élus, considérer que leur offre, elle n'est pas recevable. Et l'avenir lui a donné raison. L'attribution du marché à Suez entraîne une avalanche d'erreurs de facturation. Certains se voyant réclamer des factures extravagantes de plusieurs centaines d'euros. Les victimes, soutenues par le collectif de l'eau, devront se battre devant les tribunaux pour espérer s'en sortir. Et avant 2018 alors ? Avant, c'était Veolia qui avait le contrat. Mais en 2018, Suez récupère le pactole. Pardon, le marché. Mais avant de partir, Veolia tente une dernière pirouette en demandant au Grand Avignon de lui rembourser les 48 000 compteurs d'eau pour un total de 1,5 million d'euros. Or, dans ces contrats, les compteurs restent propriété de la collectivité. Donc, Veolia demande au Grand Avignon de payer des compteurs qui appartiennent déjà au Grand Avignon. En voyant ça, le collectif de l'eau multiplie les alertes aux élus, mais le Grand Avignon insiste pour payer. Et en décembre 2018, un vote prévoit même de bien mettre le 1,5 million de côté pour payer Veolia. Le collectif s'engage alors dans une bataille juridique pour détournement de biens publics et finalement
En décembre 2020, victoire. Le Grand Avignon refuse enfin le paiement à Veolia. Le collectif de l'eau avait raison depuis le début et a donc fait gagner 1,5 million d'euros à la collectivité. Alors est-ce qu'on s'oriente vers une guerre de l'eau ? Car le dernier enjeu, et pas des moindres, c'est de savoir comment prioriser les différents usages puisque nous sommes amenés à nous retrouver en situation de pénurie chronique. On aurait aimé avoir notre mot à dire avant de dépenser 1,4 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable en vue des JO, alors qu'on cherche toujours 300 millions pour que la Guadeloupe ait un réseau d'eau potable digne de ce nom. Localement, c'est le préfet qui, en toute opacité, décide des restrictions d'usage à adopter en temps de crise. Faut-il d'abord limiter l'irrigation agricole ou interdire d'arroser les golfs ? Peut-on arroser son potager, laver sa voiture ? Sans parler de l'utilisation de l'eau dans l'industrie, et notamment par le plus gros consommateur d'eau, l'industrie nucléaire. Car oui, en temps de disette, moins d'eau dans les barrages, c'est moins d'hydroélectricité. Et aussi, moins d'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires. Et au-delà du nucléaire, nous en avons de belles, les industries par chez nous. Vous connaissez Renko ? Ce fabricant d'armes et d'additifs a son siège social à Sorgues. Il consomme 2,8 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est 14% de la consommation de toute l'industrie du Vaucluse. C'est l'équivalent du quart de l'eau potable captée pour la ville d'Avignon, 11 millions de mètres cubes. On pourrait leur demander de participer à l'effort de guerre en temps de pénurie. En plus, ces chiffres datent de 2021. Ils seront peut-être vite dépassés, puisque Renko prévoyait de doubler sa production sur le site, comme annoncé en grande pompe et en présence de Renaud Muselier, notre président de région, qui aime bien les formules. J'adore dire qu'on est champion du monde, et là on l'est. En parlant d'un vendeur d'armes, la fierté, on te la laisse Renaud. Alors on fait comment ? Déjà, on l'aura compris, nous avons intérêt à prendre soin de nos écosystèmes car c'est grâce à eux que nous pourrons résister aux futures sécheresses. Comme promis par le département du Vaucluse, il faut préserver le grand cycle de l'eau, les rivières et les zones humides, notamment par la désimperméabilisation des sols. C'est beau. Bon, c'est vrai que le Vaucluse est un champion de l'artificialisation et que le département soutient tous les grands projets de destruction des espaces naturels et agricoles. On en a déjà parlé dans nos vidéos sur la Léo et Entraigues. Mais peut-être ont-ils eu une révélation ? Qu'ils ont compris pourquoi ces projets doivent être abandonnés pour de bon. Voyons voir ce que dit la présidente du département à l'issue des conseils généraux de l'eau. Adopter des éco-gestes permet de réduire de 20% notre consommation d'eau. Bon, ok, tout ça pour dire de fermer le robinet quand on se brosse les dents, on n'est pas sorti des ronces. Plus sérieusement, il faut effectivement protéger ou recréer une végétation qui infiltre l'eau et crée de l'ombre pour l'agriculture, et assurer un débit suffisant des cours d'eau pour ne pas détruire la biodiversité qu'ils abritent. Il y a des choix que nous aurons à faire collectivement pour réduire notre besoin en eau, transformer notre agriculture, végétaliser notre alimentation, repenser notre dépendance à l'énergie nucléaire. En tout cas, la décision des usages prioritaires et des restrictions doit se faire en concertation avec la société civile, sortir de la vision tout libérale ou tout étatique. Plutôt que des arrêtés préfectoraux, on pourrait imaginer donner ces pouvoirs aux établissements publics de bassin, co-gérés par les différents usagers et collectivités à l'échelon local. Luttons en tout cas contre toute forme de privatisation, que ce soit pour la concession des barrages comme l'Union européenne le préconise, ou pour la gestion de l'eau potable. Et puis localement, reprenons la main sur notre eau. Exigeons que notre argent serve à un service de qualité. Peut-être pourrait-on casser les contrats avec Suez, racheté par Veolia, pour les fautes commises, ou au moins acter le passage en régie publique de l'eau potable en 2028 à la fin de la concession. D'autres villes l'ont fait, soit totalement comme à Lyon, Grenoble, Montpellier, soit partiellement comme à Aubagne, qui a récupéré la compétence sur les dépenses d'investissement et la facturation. Leur exemple montre qu'il n'y a pas de problème de manque de compétences,
Les salariés Suez d'hier seront embauchés par la régie municipale de demain. Si plus de 90% des communes de moins de 1500 habitants sont en régie publique, puisque pas assez rentable pour le privé, c'est qu'on peut le faire aussi, et pour moins cher. Car qui dit entreprise privée dit rémunération des actionnaires, remontée d'argent en groupe, impôts locaux et impôts sur les sociétés, mais aussi des investissements de court terme et aucune volonté d'améliorer le rendement. À l'inverse, au conseil d'administration d'une régie municipale, on peut retrouver des associations de consommateurs, des agriculteurs, des syndicats. Ça donne envie, non ? L'eau, c'est 70% de notre corps. L'eau est un élément indispensable à la vie. La gestion de l'eau concerne tous les secteurs, on l'a vu. Agriculture, santé, industrie, transport fluvial, etc. Il est urgent de se réapproprier sa gestion, qu'elle soit juste et équitable. Et puisque la démocratie est au cœur d'une gestion politique saine, déprivatisons la gestion de l'eau. Beaucoup de villes s'y sont mises. Lyon, Bordeaux, Montpellier, et ça marche. Alors Avignon, on voit grand et on se jette à l'eau ? J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.